Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 215e rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous accueillons Grégory Nicolas. Bonsoir Grégory, comment allez-vous? Bonsoir, ça va super bien. C'est une belle et, journée. et de l'autre côté, nous avons Valérie Caffier qui est libraire à la librairie Le Divan à Paris. Alors ce soir, on reçoit Grégory Nicolas pour la sortie aujourd'hui de son roman qui s'appelle Les Fils du pêcheur, qui est sorti aux éditions Les Escales. Avant de vous laisser discuter tous les deux de ce merveilleux roman, merci Valérie pour le visuel. Je vais rappeler qu'il y a 3 librairies partenaires ce soir. Nous avons la librairie Boilarn à Lannion, la librairie La Nuit des Temps à Rennes et la librairie La Pléiade à Cagnes-sur-Mer. Rappelez aussi qu'aux participants qui peuvent poser des questions à Grégory par mon intermédiaire en utilisant l'onglet Converser. Écoutez, je ne vous prends pas plus de temps, je vous laisse discuter tous les deux. Merci. Ah, il n'y a plus que nous. Il n'y a plus que nous deux. Il n'y a plus que nous deux. Bonsoir Grégory. Salut Valérie. Salut. Écoute, je suis ravie de faire cette rencontre virtuelle avec toi. J'étais ravie d'installer ce matin ton livre et le coup de cœur, que tu n'as pas encore vu, mais que tu verras bientôt. Donc, pour rappeler à ceux qui ne te connaissent pas encore complètement, c'est ton 6e livre, si j'ai bien compté, déjà. C'est ça. Ouais. Après Là où leurs mains se tiennent, La part de l'orage, Mathilde est revenue, Des histoires pour 100 ans, et puis Équipier, qui était paru chez Hugo. Donc, Les Fils du pêcheur, c'est ton premier livre aux Escales. Donc, c'est celui dont nous allons parler ce soir et qui est donc dans toutes les bonnes librairies depuis aujourd'hui. Et avant de parler vraiment du livre, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton parcours d'écrivain, celui qui t'a la première fois mis devant ou un cahier ou un ordi, je ne sais pas, et jusqu'à aujourd'hui. Comme je dis parfois, c'est que quand j'étais petit, je voulais faire écrivain. Il y en a qui veulent faire pompier ou charcutier ou qui veulent, je ne sais pas, aller dans l'espace. Moi, je voulais faire écrivain parce que j'avais toujours été fasciné par l'idée même d'écrire un livre. À la maison, il n'y avait pas vraiment de livres. On n'est pas du tout une famille de lecteurs, mais il y avait des choses importantes. Et par exemple, ce qui était important, c'était l'école. Donc, l'école, c'était hyper. Voilà, c'était comme disait mon père, moi, je vous embête pas. Quand vous êtes dans les 3 premiers, il n'y a pas de souci. Alors, je n'étais pas trop souvent dans les 3 premiers, en fait, mais il était quand même assez tolérant. Et du coup, il y a des lectures en fait d'enfance, moi, qui m'ont beaucoup marqué. Par exemple, je me rappelle avec mon maître, Monsieur Maé, donc en CM2, on avait lu L'île au trésor de Stevenson. Après, à l'école, j'ai découvert les récits de Pagnol qui m'ont beaucoup marqué aussi. Et puis, en fait, je crois que si je suis écrivain, entre guillemets, aujourd'hui, c'est grâce à l'école. Ça, c'est sûr. Bon, après, en plus, je suis devenu un style, donc je prêche un peu pour ma paroisse, mais ce que je veux dire, c'est que sans l'école, moi, j'aurais pas lu de livre. Et comme pour écrire des livres, je pense que d'abord, il faut en avoir lu beaucoup, les avoir un petit peu, comment dire, les avoir digérés, et puis après, faire son texte à soi, en fait. Hein, on prend comme ça, on ingère, et puis hop, il y a quelque chose de différent qui va ressortir. Donc moi, en fait, si je suis devenu auteur, c'est grâce à l'école, de toute façon, je suis sûr. Et puis après, je te dis, Valérie, j'avais le fantasme, en fait, d'écrire, et d'écrire longtemps. Parce que moi, j'adorais les petits textes, les petites rédactions, etc. Et puis, en plus, moi, j'adore discuter. De toute façon, tout le monde le sait. Mais enfin, beaucoup de gens savent que j'aime bien parler. Mais du coup, je me suis dit, je vais parler, mais à l'écrit, quoi. Comme ça, je pourrais le faire aussi long que je veux. Et puis, j'étais vraiment fasciné par l'idée d'écrire donc, sur 100, 150, 200 pages, de prendre un fil comme ça et puis de tisser, en fait, une histoire, d'inventer un monde nouveau, quoi. Et puis, du coup, donc je voulais faire ça. Ça, c'était prévu depuis que j'avais peut-être 10 ans, quoi. D'accord. Et après, vers 18-20 ans, je me suis dit, pour être écrivain, ça serait bien d'écrire un livre, quoi. Et puis, du coup, j'ai commencé. Je me suis rendu compte que c'était pas facile du tout. Donc, j'ai attendu pas mal de temps. J'ai fait ma vie, quoi. J'ai fait un peu de vélo, pas beaucoup, enfin pas avec des résultats exceptionnels. Mais en tout cas, j'ai toujours continué l'école. Donc, j'ai été à la fac, puis je suis devenu un site. Et puis, vers 25 ans, j'avais toujours cette envie en moi d'écrire, quoi. C'était dévorant et ça devenait vraiment un problème, en fait, de ne pas écrire. Moi, ça me rendait triste de me dire que je n'allais pas le faire, mais je n'essayais pas, en fait. Hein.
Et pourquoi tu avais cette envie d'événement? Parce que tu voulais absolument raconter des histoires? Parce que tes histoires, tu les sentais Ouais, en c'est ça. toi et que tu avais envie de les J'avais l'impression raconter? que j'avais des trucs à… Ouais, j'avais tout simplement l'impression que j'avais des trucs à raconter. Donc, voilà. Et puis, en plus, enfin, j'étais quand même un assez gros lecteur, quoi. Donc, j'avais des émotions qui étaient tellement fortes quand je lisais que je me disais, en fait, j'avais pas forcément l'ambition de créer autant d'émotions au lecteur parce que voilà, j'ai un rapport qui est quand même modeste à mon travail. Ça, vraiment, je crois que je sais à la place où je suis, quoi. Mais par contre, je me disais peut-être qu'en écrivant, je vais réussir à, à avoir encore cette même émotion. Et il y a un livre, enfin, il y a un moment fondateur. C'était en 2006, j'étais en Australie et j'étais dans un bus et il y avait une fille donc dans le bus qui lisait un livre en français et elle pleurait. Je dis tiens, elle doit être un peu déprimée. Et donc je repère le titre du livre, quoi. Et c'était un livre français, c'était L'été meurtrier de Sébastien Japrisot. Je suis allé dans la seule librairie à Sydney où il y avait des livres français et coup de bol phénoménal, le livre était là. Donc moi je le prends, je le lis sur la plage et là je me dis mais c'est impossible, il faut que j'écrive des livres comme fait Sébastien Chapuisot, pas dans son style, mais je veux dire je veux avoir la même émotion, quoi. Et parce que en fait quand je lisais L'été meurtrier, j'imaginais l'auteur en train de l'écrire et de se dire c'est trop bien ce que je suis en train de faire, je m'éclate, quoi. Donc moi j'avais envie de m'éclater comme lui. Alors, je sais pas s'il s'éclatait quand il lisait des livres parce que j'ai jamais pu le rencontrer. Mais voilà, du coup j'avais le fantasme vraiment de faire écrivain. Et donc je m'y suis mis après, voilà, quand je suis arrivé à Paris. Et puis après j'ai eu de la chance, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelait Là où l'or se tienne. J'ai envoyé à quelqu'un qui a été très très important pour moi qui s'appelle Charlotte Bayard-Noé, donc aux éditions Rue des Promenades. Et puis voilà, l'aventure était commencée. Et puis comme je trouvais ça pas mal, je me suis dit je vais continuer. D'accord. Eh bien, écoute, merci. Donc, ces fils du pêcheur qui sortent aujourd'hui racontent l'histoire de trois garçons. Pierre, je crois qu'il s'appelle Pierre, mais j'ai un doute, il s'appelle Pierre l'aîné, Ouais, hein, parce que tu ne le dis pas beaucoup, mais non, deux fois. c'est En ça, fait, deux hein, fois qu'il s'appelle Pierre. Ouais, non, il c'est ça, s'appelle c'est Pierre. ça. Mais j'ai refouillé et j'ai bien cru que c'était Pierre. Donc, Pierre, Julien et Clément, C'est ces ça. deux frères, et donc tu racontes l'histoire de leur père, bien sûr, donc le pêcheur. Tu racontes l'histoire de leur mère aussi, on en parlera plus en détail évidemment de ces deux personnages principaux dans ton histoire. Donc tu parles aussi des grands-parents, tu parles de tous les gens qui gravitent autour de cette famille, et puis tu parles aussi beaucoup bien sûr du monde de la pêche et beaucoup de la Bretagne. Parce que évidemment, Ouais. enfin évidemment, parce que je te connais, mais disons que c'est pas forcément évident, mais le roman se passe effectivement en Bretagne. Donc, bah, écoute, je le redis pour les gens qui n'ont pas encore lu le livre, moi je me suis à nouveau régalée. J'ai retrouvé dans ton livre l'émotion, donc c'est encore réussi. Beaucoup de finesse, beaucoup de tendresse, de l'humour aussi, et ça ne gâte rien. J'ai aimé aussi le fait que tu racontes à nouveau une famille unique, mais en même temps une famille comme les autres, à qui il arrive des trucs, alors pas forcément les mêmes que dans les autres familles, mais euh, comment dire, des événements qui pourraient arriver presque dans toutes les familles, et en tout cas là dans le roman, dans toutes les familles de pêcheurs en fait. Mhm. Donc, j'ai beaucoup aimé et je conseille beaucoup aux gens qui nous Merci, regardent ça me fait super de le plaisir. lire. Ah, c'est important d'entendre des mots comme ça, Eh bien, oui, non, vraiment. non, mais je t'assure. Lorsqu'on te connaît, on reconnaît quand même des choses, des événements, des noms, des lieux qui font partie de ton histoire, à commencer par la Bretagne. J'aimerais savoir comment est né le livre, comment est née l'idée de ces fils de pêcheurs. Et puis aussi, je ne sais pas, est-ce que c'est une émotion au départ qui t'a amené vers cette histoire? Et puis, bon, ça fait, non, là, je la poserai après l'autre, parce que après, tu vas en avoir beaucoup d'un coup. Vas-y, je t'écoute. La genèse, quoi. Ouais. Il y a un mot qui est super important que tu as dit, et c'est vrai, c'est une famille qui est unique, mais c'est une famille qui est comme tout le monde. Et pour moi, c'était déjà l'idée de base, c'est d'écrire sur ces gens-là. Des gens, voilà, moi,
Tu sais, quand j'écris, moi, je ne cherche pas du tout le spectaculaire. Ce n'est pas un truc qui m'intéresse. J'aime le romanesque à fond. Je suis à fond dans le romanesque. Mais le spectaculaire, ça m'intéresse pas beaucoup. Ça n'empêche pas d'avoir des moments où c'est comme dans une vie, il y a des petites choses, il y a des choses qui emportent davantage de sentiments. Mais en tout cas, ça, c'est sûr que je voulais pas faire de spectaculaire. Mais la genèse du livre, en fait, c'est une phrase, c'est la toute première phrase. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de l'appeler à Will. Je ne lui ai jamais demandé. Et en fait, tout simplement, je me suis demandé, moi, qu'est-ce qui arrive quand on n'a pas posé une question à quelqu'un et qu'on sait qu'il ne pourra plus nous répondre. Voilà, le texte, il est comme ça. Donc, je suis parti de là. J'avais la première phrase, j'avais la dernière phrase que du coup, je ne veux pas révéler parce que voilà, j'espère que les gens vont lire le livre, mais j'avais la première phrase, la dernière phrase. Donc, voilà, comment on vit avec des questions auxquelles on sait qu'on n'aura plus de réponse. Ça, c'était le truc important pour moi. Donc, moi, j'écris quand même, alors, je ne fais pas de spectaculaire dans l'écriture, mais moi, ce que je cherche, c'est l'intime. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'il y a de plus intime qu'une famille? Rentrer dans une famille, s'asseoir avec eux à table, les écouter, c'était ça l'idée, quoi. Un petit peu comme j'ai pu faire avec l'équipier, avec les coureurs. Moi, les coureurs, leur victoire, bon, c'est super, hein. Moi, je suis hyper content s'ils ont des coupes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, quand ils enlèvent leurs lunettes, quand ils retirent le maillot, et puis qui sont tout simplement des hommes. C'est ça qui m'intéresse. Et dans ces familles, c'est pareil. Donc, moi, je voulais aller vraiment dans le plus intime. C'est pour ça qu'on suit vraiment cette famille, qui n'a pas de nom de famille, tiens, d'ailleurs, je m'en rends compte. On suit cette famille là, et puis on va les écouter parler, on va écouter leurs bons moments, leurs moments plus difficiles, mais surtout, on va se rendre compte qu'ils sont comme nous. Parce que, comme tu dis, la Bretagne, elle est hyper importante. Elle est hyper importante, mais pour moi, en fait, c'est le territoire que j'explore, même si je suis de là-bas, c'est le territoire que je continue d'explorer. Mais pour moi, ça se passe en Bretagne, mais ça pourrait se passer en Malaisie, ça pourrait se passer aux États-Unis, ça pourrait se passer dans le Poitou. Ça pourrait s'appeler les fils du paysan, ça pourrait s'appeler les fils du maçon, ça pourrait s'appeler les fils de l'ouvrier, ça pourrait s'appeler les filles aussi, hein, pourquoi pas. Et puis le métier, ça pourrait être celui d'une femme. Ce que je veux dire, c'est ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est la part d'humanité qu'on va tous avoir en nous et ce qui nous rassemble. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui nous rassemble. Alors, quand je dis ça, je veux surtout pas écrire non plus un truc. Je veux pas écrire du cucul à praline, surtout pas. Hein. C'est vraiment pas le but, parce que là, je me rends compte que je vais me mettre à chanter avec, je sais pas, avec les enfoirés ou quoi, mais c'est pas du tout ça. Hein. Vraiment, moi, je veux un truc où être le plus juste possible et être honnête vis-à-vis du lecteur et être honnête vis-à-vis de moi-même. Ça, c'est hyper important et ça va présider à toute l'écriture du texte. J'avais une question, mais je crois que tu y as répondu. C'était savoir si tes personnages te ressemblent, mais je crois que oui, du coup. Ils me ressemblent, en fait, des fois, parfois, je me rends compte que c'est moi qui finis par ressembler à mes personnages. C'est-à-dire qu'on se met tellement dans un moule, parce que c'est vrai que la question qui est parfois revenue, c'est est-ce que c'est autobiographique? Parce que j'écris à la première personne, etc. Ouais. Il y a des choses, ceux qui me connaissent vont peut-être reconnaître des endroits, vont peut-être penser reconnaître des personnes, mais c'est pas du tout autobiographique. Hein. Alors, j'ai la chance d'avoir encore mon père, il n'est pas du tout pêcheur, j'ai pas de frère. Il y a des endroits qui sont réels. En effet, les maisons, par exemple, sont réelles. C'est la maison des enfants, c'est la maison de mon enfance à moi, dans un petit bourg qui s'appelle Saint-Brandan. La maison, quand les enfants sont devenus adultes, c'est ma maison à moi, aujourd'hui devenue adulte, qui est la maison de ma femme, donc, qui est à Kersaint-dans-Dunevez, au nord de Brest. Mais pour tout le reste, voilà, j'ai eu la chance de grandir sans drame et jusqu'à encore aujourd'hui. Par contre, quand on va se mettre pendant 1 an et demi à imaginer comment on va réagir à la mort de l'homme qu'on aimait le plus, en l'occurrence son père, bah forcément, on évolue aussi un petit peu. On grandit, on change. Voilà. Puis moi, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de chance d'avoir encore mon père. Et ça, c'est un truc important. Et je lui ai dit, c'est pas des trucs qu'on dit forcément, et c'est l'écriture qui permet aussi de faire ça. Donc, voilà, c'est pour ça. Moi, mais, en fait, ce livre est quand même un livre assez, comment je pourrais dire, dans l'idée, on se dit, ah, ça va être triste. C'est l'histoire d'un père qui s'en va, c'est hyper triste. Mais moi, je voulais surtout pas écrire un truc triste, je voulais faire quelque chose de lumineux. Parce que, d'ailleurs, c'est un des personnages qui dit ça, parce qu'il se trouve que le pêcheur, son père à lui est mort. C'est le grand absent du texte. En fait, le grand absent du texte, c'est le grand-père. C'est parce que le père, lui, n'a pas eu le temps de poser aussi plein de questions à son père. Et les fils disent, moi, je veux pas être comme mon père. Lui, il a perdu son père, il s'est trimballé avec son mort pendant 30 ans, mais nous, on va pas se trimballer pendant 30 ans avec notre père. Ça, c'est sûr. On va continuer de vivre.
et on va s'occuper des vivants. C'est ça l'intérêt. Enfin, c'est comme ça que eux, en tout cas, vont se reconstruire les filles. Eh ben, on va rentrer dans l'histoire maintenant un petit peu plus et dans ces personnages. Donc, le narrateur dit à un moment donné, donc tu écris à propos du père, il voulait des choses simples et petites, celles qui font une vie heureuse. Donc, raconte-nous un peu ce père, qui était-il ce père? Ben, ce père, c'était un homme qui était passionné par ses enfants, passionné par sa femme, passionné par la pêche. C'était un homme de passion. Ce côté peut-être passionné, il avait peut-être pas vraiment de facilité à l'exprimer. En tout cas, c'était pas forcément un homme de mots. Alors, c'est pas non plus un taiseux. Moi, je voulais pas être dans le cliché du pêcheur taiseux breton qui dit rien. Il dit plein de choses très douces à ses enfants. Et surtout, il fait des choses. Il fait des choses qui montrent qu'il les aime. Hein. Et c'est des petites choses, mais c'est aller les voir aller les voir à chaque match de foot. C'est aller à chaque représentation de théâtre. C'est relever un des fils quand il tombe de cheval et le remettre en selle. Ça, c'est des petites choses importantes. C'est aussi renoncer à la grande pêche. Ça, c'est le truc le plus important. Enfin, pour moi, c'est un des cadeaux qu'il fait à ses enfants et à sa femme. C'est-à-dire que plutôt que de continuer à partir loin pour gagner plus, hein, tout simplement, parce qu'il faut bien faire chauffer la marmite, et ben, il dit tant pis, non, moi, je vais faire autre chose. Je vais rester, je vais faire la pêche, la petite pêche fraîche. Par contre, je me lèverai à 1h30 tous les matins, mais je vais construire un bateau. Et donc, il va construire Harwil. Et ça va être son autre passion. Donc, ça va être ce bateau-là, ce petit coquillé blanc et bleu. Et cette passion va être tellement grande, en fait, qu'elle va embarquer, justement, sans mauvais jeu de mots, elle va embarquer aussi toute sa famille. Et c'est pour ça qu'en fait, ce personnage, oui, je le prends comme un personnage. Ce bateau, c'est devenu un personnage. C'est presque un autre frère, le bateau. D'ailleurs, il y a une scène où ils se touchent comme des frères avec le bateau. Et ça, c'est important, quoi. Mais c'est un homme bien, le pêcheur, mais c'est un homme aussi qui a des failles, et c'est un homme qui a des secrets, qui a un secret important et auquel il ne pourra pas répondre, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est au fils maintenant de se débrouiller avec ce secret et de voir si cet homme qu'ils aimaient tant, si c'était bien la personne qu'ils aimaient. Ça, c'est hyper. Enfin, moi, on va dire que c'est l'enjeu narratif et l'enjeu dramatique dans la construction du récit, c'est celui-là. Et c'est aussi celui qui va permettre, en fait, de déployer des sentiments et aussi de déployer les personnalités des fils, quoi. Ils vont se révéler aussi à travers le questionnement qu'ils vont avoir, quoi. Tu parles, enfin, je veux dire, avant de parler des autres personnages, restons un peu sur les pêcheurs. C'est un bel hommage que tu rends aussi quelque part à tous les pêcheurs et à leur difficulté à en vivre. Tu évoques à un moment donné dans le fil du roman la grande manifestation qu'il y a eu à Rennes en 1994, je crois. C'est ça, 1994. C'est ça, hein, en 1994, ouais. Et qui s'était terminé d'ailleurs par l'incendie du Palais du Parlement de Rennes. C'est toujours, enfin, je veux dire, on l'a vu, on le voit encore avec les problèmes liés au Brexit, c'est toujours un problème, bien sûr. Ces histoires de pêche et de pouvoir en vivre, de pouvoir pêcher suffisamment pour pouvoir en vivre. Tu voulais aussi, quelque part, leur rendre un peu hommage à tous, à ces pêcheurs? Oui, complètement, parce que c'est pareil, c'est toujours une question de fascination. J'ai été fasciné par les écrivains, j'ai été fasciné par les coureurs cyclistes, et je suis fasciné par les pêcheurs. En fait, je suis fasciné surtout par ce que je dis souvent, je suis fasciné aussi par leurs mains, la façon qu'ils ont d'avoir les mains calleuses, de résister au froid, de pas se laisser abattre par les filets de pêche, les hameçons qui leur rentrent dans les doigts. Et moi, je trouve que c'est un métier qui est magnifique, qui comme plein de métiers de la terre ou de la mer, qui est aussi décrié, et je trouve pas je trouve pas juste raison tout le temps, parce que voilà, c'est aussi des hommes et des femmes aussi qui ont juste besoin de manger, de se payer un toit au-dessus de la tête et d'habiller leurs enfants. Donc pour moi, c'était important. En plus, moi, ce qui me marque vraiment chez les pêcheurs, c'est comment je pourrais appeler ça, c'est le danger physique permanent. Je veux dire, la mer, alors moi, je vais pêcher de temps en temps, justement, avec mon père, avec la famille. Alors, c'est des petites pêches, hein, au maquereau, c'est rigolo, il fait bon, etc. Mais quand c'est l'hiver, quand ça bouge, quand chaque coup de vent fait trembler de peur ceux qui attendent les pêcheurs au port,
là, il y a un enjeu. Et c'est un vrai enjeu. Alors moi, je peux pas, à ma modeste échelle, je vais essayer de témoigner de ça, même si je ne l'ai pas vécu. Mais en tout cas, c'est la force de l'écriture. Et c'est ce qui me passionne aussi dans mon boulot. C'est d'essayer de se mettre à leur place, essayer d'être au plus juste. Et là aussi, encore d'être honnête vis-à-vis d'eux. Alors, j'ai eu de la chance de demander, enfin, j'ai rencontré un pêcheur sur Instagram, comme quoi on en rencontre partout. Hein. Ah oui? Un jeune pêcheur. Du coup, je lui ai demandé, parce que je voulais être juste aussi, et puis je ne voulais pas les trahir. Donc, je lui ai demandé de me relire quelques passages qui sont, comme on pourrait dire, plus techniques ou plus sur voilà, ce qu'un pêcheur peut ressentir. Et donc, il m'a dit, c'est bon, tu peux y aller. Donc, moi, ça m'a rassuré, c'était important. C'était vraiment important de ne pas les trahir, ces gens-là. Donc maintenant, on va parler un petit peu de Marilou, la Brestoise. Donc, la Brestoise, la femme du pêcheur, donc la mère des garçons. Donc, raconte-nous un peu cette mère, cette Marilou. Alors, cette Marilou, c'est un personnage qui est... bah oui, c'est un personnage qui est important. Alors, parce que justement, c'est celle qui reste, Marilou. Et donc, elle a vécu... Enfin, le pêcheur, lui, était fou de sa femme. Ça, c'est sûr, complètement fou d'elle. Elle s'est dit, et puis il s'est raconté. Alors, pour Marilou, là, c'est vrai que je me suis vraiment inspiré de la personnalité de quelqu'un que je connais très, très bien, c'est ma mère. Donc, voilà, qui n'est pas femme de pêcheur. Mais ma mère, elle m'a toujours fait rire parce qu'elle a eu une jeunesse un peu... comment dire, elle a eu la jeunesse des années 70. Donc, elle venait d'un petit village en Bretagne et puis elle est partie un jour. Elle s'est dit, moi, je vais partir à Paris. Je vais aller faire la vie à Paris, comme on dit chez nous. Et moi, elle me raconte toujours une scène où elle est partie à Paris, donc petite Bretonne qui s'en va comme ça. Et elle revient 3 mois après. C'est mon grand-père qui va la chercher à la gare de Saint-Brieuc. Et puis là, elle revient, elle a un chapeau comme ça, des lunettes comme ça, le truc à faux, une vraie star, quoi. C'est Dalida qui rentre en Bretagne. Et elle me racontait toujours que son père, qui était venu la chercher, avait marché 10 mètres devant elle en regardant pour être sûr que personne ne le reconnaisse, quoi, tellement sa fille a été dans un... Voilà. Donc moi, cette scène-là, elle me marque, mais depuis que je suis gamin. Quoi. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je la mette un jour dans un livre. Donc j'ai tout fait pour essayer de la caler dans le livre. Donc voilà, donc c'est inspiré, enfin, en tout cas, cette scène-là est inspirée du retour de la fille prodigue, donc ma mère, en Bretagne. Et puis pour le reste, c'est pareil. C'est-à-dire que, en fait, je crois que c'est pareil pour plein d'auteurs, c'est qu'on va construire son récit. Moi, je ne fais pas de plan jamais, c'est vraiment, je me laisse aller au fil de l'eau. Et puis, au bout d'un moment, le pêcheur, je le connais, je connais les enfants, et j'arrive à connaître les raisons pour lesquelles le pêcheur, il aime sa femme. Parce que je le connais tellement bien au bout d'un moment, donc elle peut être que comme ça. Et lui, à partir du moment où elle est comme ça, et qu'ils s'aiment, et qu'ils ont construit 30 ans de vie ensemble, lui, il va réagir aussi comme ça par rapport à elle, etc. Donc, c'est un jeu qui est hyper grisant en même temps, hein, de les écrire et de les imaginer dans leur relation, parce que c'est pareil, alors ils s'adorent, mais en même temps, au bout de 30 ans, ils se bouffent le nez dès qu'ils peuvent, mais en même temps, il y a beaucoup de tendresse. C'est important pour moi, justement, la tendresse et les petits mots, en fait, les petits non-dits qui disent plus qu'un je t'aime, en fait, parce qu'on me dit, ah oui, mais on ne dit pas beaucoup je t'aime, mais tu n'as pas besoin de dire je t'aime. Parfois, c'est pas pour ça. Enfin, parfois, c'est bien de l'entendre, c'est bien de le dire, mais parfois, il n'y a pas besoin de ça. Donc, quand ils sont à la mer, quand ils sont dans la maison, et qu'ils sont près de l'océan, comme ça, on ne va pas se tromper entre la mer et l'océan, mais ils sont près de l'océan, et que justement, la maman des fils, elle repense à son mari, elle repense à 2-3 petites choses, il n'y a pas besoin de plus, on sait que ces deux-là, c'est maintenant. Et pour moi, c'est important. C'est important aussi de raconter ces histoires-là. Ouais. Non, mais je trouve qu'on le ressent fortement, cet amour entre tous les deux. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de petites choses qui font la tendresse entre deux, mais entre les frères, il y a beaucoup de tendresse entre ces 3 frères très, très différents, mais qui s'aiment beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'ils sont complètement différents. Alors, moi, j'ai jamais eu de frère. Et c'est vrai que j'ai toujours fantasmé justement sur la relation qu'on peut avoir à un frère. J'ai 2 frangines, elles sont super sympas, mais c'est pas pareil. Hein. Enfin, en tout cas, je crois pas. Et donc, de toute façon, dans mes livres, moi, tous les frères, ils s'appellent Julien. Donc, c'est pour ça que là, il y en a un qui s'appelle Julien aussi. Puis, il y a un petit Clément, j'avais besoin d'un petit frère aussi. J'aimais bien l'idée du petit frère, justement
après le père, il y a les deux grands frères qui vont s'occuper du petit frère. Et du coup, voilà, il s'appelle Clément. Et puis, c'est lui, en fait, qui va prendre le flambeau. C'est lui qui va aussi devenir pêcheur, mais une pêche différente parce que c'est la même chose. Les pêcheurs se sont adaptés. Hein. On est parti des toutes petites pêches vraiment familiales. Et puis après, on est parti sur les bancs, etc. La pêche industrielle, on est revenu à une pêche un petit peu plus de proximité, qui est celle du cabotage. Et puis là, maintenant, on revient à une micro-pêche, qui est celle des ligneurs, notamment en mer d'Iroise. Donc, voilà, je voulais suivre un petit peu aussi ce cheminement-là. Et c'est pour ça que Clément, lui, il ne va pas pêcher comme son père. Il va pêcher aussi. Il va savoir ce que c'est que la mer. Il saura ce que c'est que le froid. Il saura ce que c'est que d'avoir besoin de voler la mer pour se nourrir. Parce qu'à un moment, voilà, il dit on vole la mer. C'est pour ça qu'on n'offre rien, d'ailleurs. On ne fait pas de cadeau. Parce que la mer, nous, on lui a piqué quelque chose, on n'offre pas de poisson. Ça, c'est leur règle de base dans la famille. Ce n'est pas de la mesquinerie, mais ils n'offrent pas de poisson. Et donc, Clément, lui, voilà, il va pêcher, mais d'une façon différente. Il y a un personnage aussi qui est important, c'est je ne sais pas comment tu l'appelles, le matelot, le mousse, le mousse, ouais. Ouais, le mousse, c'est ça du père. C'est Ralid. Ouais, c'est Ralid qui devient mousse, ouais, qui arrive mousse et qui sera matelot par la suite. Alors, Ralid, lui, il vient d'un monde complètement différent, c'est-à-dire qu'il vient du Sénégal. Il est arrivé dans les années 90, pareil, comme le narrateur dit, il vient parce que la misère lui impose l'exil, hein, tout simplement. Donc, il arrive là, et il est un petit peu à Paris, il va faire les vendanges, et puis il se retrouve, sans qu'on sache trop comment, il se retrouve sur le port. Et puis, il va demander au pêcheur, donc à Jean, s'il peut venir pêcher avec lui, quoi. Et puis, bon, pour être sûr de se faire embarquer, il dit qu'il est un excellent pêcheur, qu'évidemment, qu'il vient d'un port du Sénégal, que son grand-père, son père était pêcheur. Bon, en fait, le père se rend compte assez vite qu'il n'a jamais mis les pieds sur un bateau, hein, parce qu'il est malade non-stop pendant 3 semaines. Mais en fait, ces deux-là, ils se plaisent. Et parce que je voulais aussi montrer le père dans la relation qu'il peut avoir avec ses fils, mais je voulais aussi donner à voir la relation que le père peut avoir avec un autre homme que ses fils. Et montrer aussi, moi, c'est la même chose, j'adore les amitiés. C'est un truc qui me marque vachement. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis très, très importants. Et je sais la force de l'amitié. Et la force aussi de ce que je pourrais dire, le respect d'un homme pour un autre homme. C'est important. Enfin, je dis d'un homme pour un homme, mais ça pourrait être aussi d'une femme pour une femme ou d'un homme pour une femme, bien sûr. Hein, tu m'as compris. Mais ce respect que peuvent avoir des gens, justement, qui ne sont pas de la même famille. D'ailleurs, à l'enterrement du père, les fils ne prononcent pas de discours. Celui qui va parler, c'est Ralid. C'est l'autre homme, hein, avec qui le père a navigué et qu'il a finalement sans doute vu plus que ses fils. Et puis, je voulais aussi, parler aussi de ces gars-là, comment on dit, ces migrants. Alors, on n'est pas dans les migrants d'aujourd'hui, bien sûr, on est dans une migration plus ancienne, celle des années 90. Ouais. Mais juste parler de ces gars-là qui, pareil, comme le pêcheur, hein, ils ont qu'une volonté, c'est de faire vivre leur famille. Donc, voilà, ils mettent en œuvre ce qu'ils peuvent pour faire vivre leur famille. Parce que je pense que, en tout cas, moi, dans mon rapport au monde, et du coup, je pense que ça se transpose dans mon rapport à l'écriture, moi, je suis, en tout cas, a priori, j'aime les gens. Mais c'est pareil, sans être cucul à praline, mais a priori, j'aime les gens. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je leur donne leur chance. Par contre, faut pas nous décevoir, faut pas trahir. Mais voilà, donc je voulais aussi peut-être donner à voir, entre guillemets, voilà, il faut leur donner a priori, il faut les aimer, quoi. Ouais, et puis a priori, il faut les aimer, ces gens-là, qui viennent d'ailleurs et qui font ce qu'ils peuvent. Pour moi, c'est ce qui va aussi guider l'écriture. C'est ce qui est quand même intéressant. Moi, je ne fais pas des livres pour faire de la démonstration ou quoi que ce soit, mais juste, comme je dis, c'est pour donner à voir des moments, donner à voir des gens. Ouais. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne juge pas ce qu'on pense. J'ai mes idées, mais chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Mais tu parlais de l'amitié. Il y a aussi il y a d'autres valeurs aussi qui traversent le roman et qu'on retrouve aussi dans tes romans précédents. Bon, il y a le respect qui va aussi avec l'amitié, mais il y a aussi la solidarité, il y a aussi l'entraide, il y a aussi c'est les choses belles qui peuvent se passer entre les humains. Et c'est ce que tu veux montrer en fait. C'est ce que tu aimes raconter. Ouais, en fait, au bout d'un moment, Et c'est pas cucul à praline, hein, moi je trouve ça non, chouette. Non, c'est pas cucul à praline, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est au bout d'un moment, je me rends compte que je suis fait comme ça, quoi.
Et Ouais. j'arrive pas à avoir. Alors, j'adore les auteurs de romans noirs. Par exemple, je suis un passionné d'auteurs de romans noirs qui vont montrer le côté plus sombre de l'humanité. Mais moi, je peux pas faire ça. J'y arrive pas. Et même si je sais que ça existe, c'est pas ce côté-là sur lequel j'ai envie de mettre des projecteurs. Ouais. Enfin, les projecteurs que sont le livre, l'écriture. Enfin, je veux dire, quand c'est Pagnol qui disait ça, il disait le lecteur est toujours un ami. Parce qu'il va prendre 3-4 heures de son temps pour passer avec un travail qu'on a fait nous. Donc, voilà, moi, dans le temps, même si je ne peux pas être là physiquement, mais dans le temps que je veux passer avec le lecteur, pour l'instant, et peut-être que je changerai, mais pour l'instant, c'est ça, le temps que je lui offre, c'est quand même quelque chose que je souhaite en tout cas lumineux. Enfin, que ça soit lumineux. Donc, Non, mais moi, mais c'est ça, mais je ne peux pas faire autre chose en fait. Hein. Je me rends compte que c'est là-dedans que je suis et que je suis bien et que aussi que moi je suis heureux dans mon écriture comme ça, quoi. mais je trouve que tu as une place particulière, je trouve, disons, le panorama de la littérature française où justement c'est assez rare les romans lumineux avec la qualité d'écriture que tu mets et donc non, moi je suis pour que tu continues, hein, même si j'adore C'est les bien. romans noirs et notamment celui d'Hervé Lecor que tu as justement derrière toi. Mais oui. Euh, j'adore ça aussi, mais j'adore aussi des romans, donc continue comme ça, je trouve ça Mais c'est pour super. ça aussi, comme tu dis, en fait, ce qui est important aussi, c'est que dans notre travail d'écriture, c'est que justement la technique, elle soit mise au service de l'émotion. Parce que dans l'écriture, il y a énormément de techniques. Enfin, quand je dis technique, c'est pas on ne fait pas du faux. Hein. Au contraire, Ouais, il faut se servir de du tout travail, le quoi. panel qu'on a. Ouais, c'est énormément de taf. Enfin, ça c'est sûr. Enfin, on a de la chance d'avoir une langue qui est hyper riche. Moi, je passe mon temps à chercher des synonymes. C'est je sais pas, 30% de mon temps d'écriture, c'est de chercher le juste mot. Donc, des synonymes ou la tournure de phrase qui va bien, parce que justement, je sais bien que j'écris des choses qui sont quand même sur la tendresse, sur le bonheur, etc. Et surtout, vraiment, je ne veux pas tomber dans le côté, comment dire, benet ou ce qu'on disait cuculaprenne. Je ne veux surtout pas ça. Donc, ce qui va me permettre de raconter l'histoire comme je la veux vraiment, c'est l'écriture, c'est le vocabulaire, c'est la grammaire, c'est le phrasé, la scansion. C'est ça qui fait tout le sel et tout l'intérêt aussi du travail. Et pour revenir, tu disais que tu ne fais pas le plan, mais pour parler juste un petit peu de la temporalité, parce que tu ne racontes pas l'histoire de la famille de manière linéaire. Bon, le livre commence en fait au moment de la mort du père, donc on ne révèle rien, et au moment de la naissance donc, de la fille de Pierre, le fils aîné, le narrateur. Et ensuite, donc, il y a des ralentis sur certaines périodes, et puis tu racontes le passé du père ou de la mère, etc. Comment est-ce que tu la travailles, cette temporalité, justement Bah là, tu vois, on est comment est-ce typiquement que dans ça la se technique. construit, en fait? On est typiquement dans la technique. C'est-à-dire que moi, là, quand c'est comme ça, je vais écrire énormément sur comment je pourrais dire, je vais être dans l'action, vraiment dans le sentiment. Donc, je vais rédiger avec tout. Et en fait, là, comme je dis, j'écris comme je pense. Et enfin, plutôt, j'écris comme le narrateur va penser. Donc, justement, il y a des moments qui, pour lui, euh, sont plus fondateurs de sa relation au père, donc il va rester plus dedans. Il y a des moments où l'histoire avance parce que la vie continue, même si on réfléchit, même si on prend du temps pour penser à soi et à la relation qu'on avait avec son père, la vie continue. Le reste du monde continue d'avancer. Donc voilà, donc je vais écrire pendant assez longtemps. En général, moi, je me mets des signes. J'ai besoin de ces balises. Donc moi, j'ai fait 100 000 premiers signes où j'étais hyper intense. Et après, à partir de cela, j'ai ma matière et je vais construire. Et puis là, j'ai eu la chance aussi, quelqu'un à qui je veux rendre hommage, c'est Anne-Charlotte Frangan, mon éditrice aux Escales, qui a fait un boulot aussi de soutien et de travail sur le texte qui était génial parce que justement, je lui ai proposé, on a décidé de travailler d'une façon qui n'est pas forcément la plus commune dans l'édition, c'est-à-dire que j'ai envoyé des blocs, on regardait un petit peu ensemble comme ça, et puis en fait, j'ai envoyé 3 gros blocs, et puis après, on a fait un travail global. Mais quand on envoie un tiers comme ça et puis que ça s'arrête brut, il faut être capable quand même de se projeter, en tout cas pour l'éditrice, pour se dire oula, dans quoi il part ou est-ce que c'est bien, etc. Donc, Anne-Charlotte, pour ça, elle a été géniale parce que moi, je marche vachement à la confiance.
Et j'ai senti qu'elle avait confiance, j'ai senti qu'elle aimait le texte. Et du coup, moi, ça m'a donné encore plus d'énergie et plus d'envie pour continuer là-dedans. Donc, voilà, j'ai fait ces 100 000 là. Après, j'ai fait 100 000 autres, 100 000 autres. Et je savais où j'étais. Et à partir de là, je pense que c'est un petit peu comme peut faire un réalisateur. C'est-à-dire qu'on a de la matière, on a des rushs. Et puis, à partir de là, on fait du montage. Et pour moi, le texte, vraiment, enfin, le livre, il existe à partir de ce moment-là. Moi, voilà, là, par exemple, là, je suis en train de commencer un nouveau roman. Je ne peux pas dire vraiment vers où je vais aller du tout. J'ai pas, enfin, je sais à peu près, je vois les grands axes, etc. Mais je ne sais pas à quoi va ressembler le livre à la fin. Ça, c'est sûr. Et je trouve qu'on le sait vraiment qu'au moment où on a fait ce travail, qui est un travail que moi j'adore. Parce que ma femme me dit toujours, mais combien de fois tu l'as lu ton livre? Je dis, je sais pas, peut-être 25, 30 fois au complet. Mais c'est pas grave, moi, c'est vraiment le travail que j'adore. C'est celui qui est le plus grisant quand on voit que tout est en train de se mettre en place et qu'à la fin, c'est nickel, quoi. Moi, j'aime bien quand c'est nickel. Donc, c'est nickel. Donc, c'est voilà. nickel. T'as réussi, c'est nickel. Il faut que ça roule à la fin. Non, il faut que ça soit nickel. Si c'est pas nickel, c'est pas bon, on continue. Moi, c'est nickel. Ouais. Pour revenir un petit peu à ton roman et à ce que tu dis des gens et des choses, il y a quelque chose qui est important. Tu parlais au début du fait de ne pas avoir dit quelque chose à quelqu'un et de le regretter ensuite. Il y a aussi quelque chose qui traverse le roman et en tout cas, qui est quelque chose qui est important pour ce narrateur, pour ce fils de pêcheur, c'est la transmission. Et à un moment donné, tu dis, nous ne voulons pas être comme nos pères, nous voulons être plus forts. Et transmettre quelque chose, parce que, bon, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais à un moment donné, il doute un petit peu de son père. Et du coup, l'image qu'il en a était abîmée. Et du coup, il ne sait pas plus comment transmettre à ses enfants l'image, enfin, son père. Il ne sait plus comment en parler. C'est quelque chose aussi qui traverse le roman. Ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse en fait depuis assez longtemps. Je m'en suis rendu compte. Alors, on va sortir un tout petit peu du livre, mais juste pour. Depuis mon premier qui s'appelait, enfin pas mon premier d'ailleurs, c'était mon deuxième roman qui s'appelait Mathilde est revenue. Et puis après, dans les histoires pour 100 ans, je me suis quand même assez intéressé à savoir comment vivent les bourreaux. Ça m'a toujours intéressé. Savoir comment ils se couchent dans leur lit, comment ils ébouriffent les cheveux de leurs enfants, comment est-ce qu'on vit après avoir fait du mal à quelqu'un. Voilà. Donc, quand je dis les bourreaux, c'est le grand texte. La transmission, donc ça, c'est un premier axe, la transmission. Et le manque, c'était déjà dans mon premier livre qui s'appelle Là où leurs mains se tiennent, où c'est l'histoire d'un coureur cycliste, d'un petit gamin qui gagne le Tour de France et qui n'a pas de parents. Donc, lui, c'était encore plus radical. Donc, après, il y a des amalgames qui se font, je pense, et c'est des thèmes sur lesquels on varie, comme on va faire un jazzman ou un concertiste, et voilà, on va varier comme ça sur des thèmes. Donc, moi, je crois que c'est mes thèmes, et si je suis vraiment honnête, je m'en suis rendu compte quand même après l'écriture de livres. Je pense que c'est des choses que j'ai en moi depuis, voilà, il faudrait faire une psychanalyse pour vraiment se rendre compte, mais c'est pas vraiment conscient. En tout cas, c'est pas conceptualisé au moment où je. Oui, tu veux pas écrire un livre sur le sujet. Non, c'était pas du tout la transmission, non, pas tant que ça en fait. Non, c'était pas vraiment l'idée, mais je me rends compte que ça vient pratiquement naturellement, quoi. Naturellement. Et comme pareil dans mon livre équipier, finalement. On part quand même beaucoup du personnage qui était mon grand-père, qui était celui qui a mis le verre dans le fruit, c'est-à-dire qui nous a fait faire du vélo. Hein. Donc, voilà, il y a ce truc-là. Donc, voilà, je pense que c'est à la fin, c'est une façon, je dois être câblé comme ça, quoi. C'est une construction mentale, je pense, qui fait que ça ressort dans mes livres. Ouais. D'ailleurs, tu parles du vélo, on retrouve un petit peu tes deux passions dans le livre, et on les retrouve souvent d'ailleurs, c'est-à-dire le vélo et le vin. Voilà, c'est ça. Bon. Mais après, ouais, c'est ça. Bon, il y a deux choses, c'est que bon, je me dis, tant qu'à faire, autant en parler. Et puis après, j'aime bien. Moi, ce que j'aime bien aussi dans l'écriture, c'est vrai que j'aime bien la connivence avec le lecteur. Et j'aime bien me dire, comme je disais. Alors, Marcel Pagnol, il disait le lecteur est toujours un ami. Moi, je dis j'aimerais bien aussi qu'il soit mon pote. De temps en temps, c'est vrai. Alors, ça ne veut pas dire servir la soupe, surtout pas. Ça ne veut pas dire juste lui faire plaisir. Mais ça veut dire, tiens, si tu as envie qu'on rigole 5 minutes, que je te parle d'un truc qui est marrant, si ça te branche, on peut en parler, quoi. Donc, c'est pareil. C'est comme quand je dis à quelqu'un
Si tu veux, on boit un coup. Bon, bah là, c'est pareil. Donc, dans le livre, c'est un peu la même chose. Et puis, voilà, il y a et puis, ce que je veux dire, c'est que le vin, par exemple, ou le vélo, c'est des passions qu'ont les fils, mais qui n'ont pas du tout les pères, par exemple. Enfin, le père, il s'en fiche complètement. Il a jamais... Ouais. D'ailleurs, les fils le disent, hein. C'est marrant, on est les seuls à aimer le vélo. Et puis, il y a un des fils qui dit attention, on n'aime pas le vélo, on aime le Tour de France. C'est différent. Donc, mais en tout cas, le père, lui, il n'a jamais parlé de vélo avec ses enfants. Et puis, lui, enfin, les fils aiment bien le vin, nature, etc. Et le père lui boit du Ricard. Hein. C'est pas du tout le même délire, mais c'est aussi, voilà, les familles changent, elles évoluent, et elles vivent aussi avec leur monde. D'accord. Je vois Nathalie qui je vois Nathalie. On J'ai continue bloqué tout le monde. Non, vous avez fini ou pas? Parce que on peut continuer On peut continuer, hein, c'est ça, mais on va continuer après. C'est comme tu veux, hein, Nathalie. Il y a des questions qui sont arrivées, donc je vais peut-être les poser déjà. Ouais. Il y a déjà alors, un premier commentaire et une question qui suit d'Olivier. Alors, il remercie Grégory pour ce très beau livre. Vos réponses originelles à mes questions et votre témoignage suite à mon avis sur mon blog, pardon. Et il y a une question. Et la question, c'est comment votre père a-t-il réagi à la lecture de ce livre? Et plusieurs personnes se sont posé la question aussi. Ah bah alors, mon père, parce que mon père, c'est un personnage quand même. Donc, je lui ai envoyé le livre parce qu'il râle, ça fait 3 mois, parce qu'on envoie, vous savez, on envoie les services de presse, etc. Donc, il voit un petit peu sur Facebook que le livre commence à circuler pour les professionnels du livre depuis genre 2 mois. Donc, il le voit. Donc, j'ai un texto de mon père tous les dimanches pour me dire quand est-ce que tu m'envoies mon livre, quand est-ce que tu m'envoies mon livre. J'avais pas de livre sous la main, puisque maintenant je suis pas à Paris, enfin bref, je vous la fais courte. Tout ça pour vous dire que j'ai fini par lui envoyer mon livre il y a 15 jours. Je l'appelle, je dis alors, tu as trouvé ça bien? Il me dit, ah bah, j'ai lu que 20 pages. Bon, ça valait bien le coup de m'embêter pendant 2 mois. Et il me dit donc je lui dis, tu trouves ça bien, quoi? Avec un petit peu d'émotion quand même. Les fils du pêcheur, je me dis. Il me dit, oh, pour l'instant, c'est pas terrible. Donc, voilà. C'est mon père, quoi. Mais bon, je pense que non, je désespère pas qu'il trouve ça bien. Non, il me dit, j'ai que 20 pages. Bon, tu mets les personnages. On verra après, mais il avait des choses à faire. Donc, mais je pense que, voilà, je pense que vers fin octobre, je devrais avoir un avis. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, Solveig, Grégory, comment fait-on dans l'écriture pour être sur cette ligne de crête d'un portrait d'un homme admiré au-delà du raisonnable par ses enfants, mais qui en même temps apporte à un moment une intense déception? Comment on fait pour saisir avec justesse un homme avec ses failles sans enlever la magie du regard d'enfant sur lui? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est le gros défi. Hein. Ça, c'est vrai que c'est un travail. Moi, en tout cas, il n'y a pas de recette. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de recette. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Valérie, c'est à la fois de l'émotion, du sentiment, et puis de la technique. Je veux dire, voilà, on écrit. Moi, je considère vraiment ça comme un métier. Donc, au bout d'un moment, il n'y a pas de secret. Hein. On est dans l'émotion, on est dans le sentiment, et puis après, c'est beaucoup de travail. On travaille jusqu'à arriver au moment où on se dit que c'est bon, quoi, c'est nickel. Moi, il faut que ça soit nickel, je l'ai déjà dit. Mais c'est vrai. Donc, c'est vraiment ce truc-là, c'est comme dit Solveig, c'est vraiment être sur le fil. Et ça, c'est le plus important. Je trouve qu'être juste, c'est exactement ça. Enfin, je veux dire, c'est comme un musicien, comme un chanteur. À un moment, on a la note ou on ne l'a pas. Donc, c'est tout. Hein. Soit on a un quart de ton en dessous, un quart de tout au-dessus. Dans l'écriture, c'est pareil, il faut être à la note. Donc, il faut s'employer, quoi, tout simplement. Non, mais c'est vrai que si je peux ajouter quelque chose, cette tension, c'est vrai qu'on la sent à partir du moment où justement est révélé ce qui va poser, enfin ce qui pose problème, ce qui peut poser problème en tout cas dans la vie du père. Et cette tension, tu la tires. Et c'est vrai que ça ne se relâche jamais, quoi. Donc c'est quelque chose que tu as réussi, je trouve, à tenir jusqu'au bout, quoi. C'est un travail aussi édito, et là, pareil, je rends hommage à toute l'équipe des Escales. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait un livre, et moi, c'était clair dès le début, on ne voulait pas un mot de trop. Il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas un mot qui sert à rien. Et je pense que l'attention, on peut la garder que comme ça. C'est comme le vin. Je veux dire, pour avoir des vins sous le temps, moi, c'est pareil, les vins, j'aime bien aussi parce qu'ils sont tendus. Hein, les vins raplapla, la mollasson, moi, ça ne me plaît pas. Donc, c'est pareil. Il faut garder que ce qu'il faut. Voilà, c'est tout. On vendange quand il faut, on rajoute rien. On met rien de superflu, on va pas mettre de soufre, on va pas mettre de machin. C'est exact. Moi, je construis mes livres pareil. Il y a un vigneron que j'adore, qui s'appelle Jean-Baptiste Sénat. Il dit, moi, je veux faire des vins comme un fleuve coule à la mer. Voilà, avec une idée d'évidence. Donc, moi, c'est pareil. J'essaie de faire des livres comme un fleuve coule à la mer, c'est avec de l'évidence et être le plus, comment dire, garder vraiment que l'essentiel.
C'est le plus important. Je pense que la tension, si on la maintient, ça peut être que comme ça. Parce que sinon, on se relâche. C'est pas possible autrement. Alors, on a compris que vous aimez bien que tout soit nickel. Est-ce que ce matin, vous êtes allé en librairie pour voir si toutes les piles de votre livre étaient bien nickel dans toutes les librairies que vous connaissez ou pas? Est-ce que vous êtes allé faire un tour? Même pas. Alors, je vais y aller, ça c'est sûr. Mais alors, j'ai 2 enfants de 3 et 6 ans. Donc, le mercredi, les offices du mercredi, c'est du direct. Ça, c'est sûr. Mais on vient très bientôt à Paris. Enfin, je viens à Paris très bientôt. Donc, et puis ensuite, donc on va au Divan mercredi. Puis ensuite, il y aura Quintin, il y aura Lannion. Donc, les libraires savent bien que moi, je les adore et que voilà, on passe toujours des moments géniaux ensemble. Et puis après, la tournée va se mettre en place. Donc, j'irai voir évidemment. Hein. Mais après, je veux dire, moi, je leur fais confiance. Déjà, je veux dire, j'ai été soutenu tellement, enfin, ça fait bientôt 10 ans maintenant que je commence à écrire. C'est publié la première fois en 2012. J'ai un soutien qui est complètement dingue et génial, quoi. Mais c'est un bonheur, donc un grand merci à eux. Alors, on va repartir sur une question de Marion. Vous semblez apprendre beaucoup de vos personnages. Vous avez des prises de conscience par l'écriture. Est-ce que vous diriez qu'un écrivain aide à comprendre des choses de sa propre vie ou être un meilleur humain avec les autres? Meilleur, ça, je sais pas, parce que moi, on est dans les jugements de valeur. Et moi, je juge personne. Je ne sais pas si on est meilleur ou moins bon. Je ne sais pas si je suis meilleur ou moins bon après le début d'un livre. Ça, j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'on change. C'est sûr qu'on n'est pas le même après, au début d'un livre, à la fin d'un livre, on n'est pas du tout le même, même avec mes enfants, même avec mes parents. Je sais que je ne suis pas la même chose. Et puis, c'est pareil, en fait, l'écriture va aussi nous ouvrir à d'autres livres. Il y a d'autres livres que moi, je n'aurais pas lu forcément avant d'avoir lu celui-là et qui vont m'intéresser, qui vont m'interpeller. Donc, ça, c'est sûr qu'on change. Puis, je veux dire, l'écriture, c'est un temps qui est quand même très long. J'ai retrouvé la première phrase que j'ai écrite le 19 août 2019. Et donc, ça fait pratiquement 2 ans que je suis quand même 24-24. Parce que l'écriture, si vous voulez, bon, je pense que tous les auteurs le disent, mais en tout cas, je le redis, c'est que c'est pas juste être sur son ordinateur à taper. L'écriture, c'est une obsession. On y pense tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai été sur Arwil, j'ai été donc le bateau, j'ai été sur Arwil, ça fait 2 ans que je suis sur Arwil. Là, je viens juste d'en descendre. Ça fait 2 ans que je suis avec les frères, ça fait 2 ans que je suis avec les pères. Voilà. Donc, j'étais de très mauvaise humeur sur les 3 derniers jours parce que je savais, juste pour ça, parce que je savais que c'était fini, que je ne les verrais plus. Et ça, c'est un truc qui est vraiment… j'ai le même sentiment. En général, il ne faut pas trop me causer les 3 jours avant. Maintenant, je suis content, après, ils vivent leur vie, ils ne m'appartiennent plus et c'est très bien. Mais c'est ça, c'est l'obsession permanente. Donc, Olivier revient que naturellement, on change. Olivier a une deuxième question. Le choix des chants dans votre livre vient-il de vos souvenirs d'enfance? Non, ils ne viennent pas de mes souvenirs d'enfance, ils viennent de mes cuites de jeune adulte. On allait dans un bistrot à Rennes, le Tire-Bouchon, exceptionnel. Et puis là-bas, le vendredi soir, il y avait des hommes qui chantaient. Il y avait une guitare qui sortait vers 1h du matin. Et puis ça chantait. Et moi, je les trouvais beaux, ces mecs-là qui chantaient fort, qui chantaient… qui avait du coffre et qui avait de la prestance et qui chantait des chants de marins que j'avais jamais entendus avant. Donc voilà, et du coup moi je me suis dit que ce père-là, il aurait pu lui aussi chanter. Alors il a une voix différente parce que justement je voulais pas. Donc je dis dans le livre qu'il avait la voix de Nino Ferrer un petit peu quand il chante le Corcovado. Je ne sais plus quel est le titre de la chanson. Donc voilà, parce que c'est pareil, je voulais pas que le père il soit dominant. Je voulais pas qu'il soit un père tout puissant, surtout pas. Donc même dans sa voix, je veux dire, au moins il n'avait pas une grosse voix le père, il avait une voix assez simplette. Voilà, mais par contre il chantait juste. Donc ouais, c'est pareil. Voilà, pour moi, ces choses-là, ces petits détails dont se rappelle le fils, ça dit beaucoup sur leur relation aussi, quoi. Est-ce que c'est vous qui avez choisi la couverture de votre livre? Et non, parce que je n'ai pas du tout de talent pour ça. Tout le mérite, parce que je l'adore, cette couche, je la trouve exceptionnelle, parce que je trouve qu'en une image, on arrive à avoir beaucoup de la mélancolie, de la tendresse qu'il y a dans le texte. En fait, moi, pour tout vous dire, je vois les deux comme ça, j'ai l'impression que c'est les 2 grands frères et le petit qui est tombé, qui les regarde d'en dessous. Moi, en tout cas, c'est mon interprétation. Donc, c'est les escales qui ont, notamment Sarah Rigaud, la directrice édito des escales, qui a trouvé cette couve, qui a aussi trouvé le titre d'ailleurs, Les Fils du Pêcheur. C'est la première fois d'ailleurs que je ne trouvais pas le titre, si je ne me trompe pas. Enfin, je l'avais proposé dans une liste et Sarah m'a dit, mais ce livre, il s'appelle Les Fils du Pêcheur. C'est comme ça qu'il s'appelle. Il faut arrêter maintenant de chercher. Il s'appellera comme ça. Mais c'est pareil parce que ça a été une aventure géniale avec les escales, et je les remercie parce qu'elles font un boulot incroyable. Et la couve, c'est important, quoi. C'est quand même
C'est quand même l'écran un petit peu. Hein. C'est hyper important. Puis ça dit plein de choses. Et puis pour les libraires, c'est important pour tout le monde. Et puis d'être fier d'avoir un beau livre comme ça, je trouve super beau. En général, chez les escales, il y a de très belles couvertures. Je tiens C'est à vrai. le dire ici au C'est vrai, passage. très bon Il y en texte. il y en a une très belle derrière vous, c'est Oui. le livre de Caroline Laurent, d'ailleurs, qu'on C'est voit. Caroline, ouais. Ouais, très belle. Je vais vous transmettre un message qui est très rigolo. C'est Thierry qui demande avec quelle lessive lavez-vous vos chemises pour qu'elles soient aussi blanches? Eh bien, je lave avec Myrlène, mon petit Thierry. Ça, je sais que c'est Thierry Corvoisier, je le connais Mais par cœur. oui. Voilà, c'est les trolls de chez Rivage, voilà, qui viennent polluer les rencontres des maisons d'édition concurrentes. C'est pas beau, Thierry. Tu sais, je ferai pareil avec Céline Minard. J'attends que Céline Minard vienne et je ferai la même chose. Ouais, on l'attend puisqu'elle sort en livre à la rentrée d'ailleurs. On l'attend. Je sais. Un message, on le passe aussi, tiens, puisqu'il nous regarde, Thierry. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que du coup, ça m'a perturbé toutes ces questions drôles. Est-ce que l'instituteur que vous êtes parle de sa vie d'écrivain à ses élèves? Eh bien, j'en parlais parce que je ne suis plus instituteur depuis maintenant 3 ans. Je fais que écrire. Donc, mais j'en parlais beaucoup, ouais, parce que justement, je trouvais que c'était important de montrer aux enfants qu'on peut avoir un objectif quand on est gamin et qu'on peut l'atteindre. Donc, voilà. Et on s'est amusé à écrire des romans avec des enfants, des vrais petits romans qu'on écrivait ensemble. Donc, voilà, maintenant, j'ai fait le choix, entre guillemets, de me consacrer à l'écriture. Mais ouais, j'en parlais beaucoup. Alors, moi, je voudrais demander à Grégory Nicolas, est-ce qu'il a un conseil de lecture à faire à nos amis lecteurs qui nous regardent? Alors, des conseils de lecture, ça, j'en ai plein, plein, plein. Parce qu'il y a des livres extraordinaires. Et alors, moi, je vais me contenter de livres contemporains, en tout cas, parce que je trouve que c'est important aussi d'aider les jeunes lecteurs. Alors là, je vais pas parler des jeunes auteurs. Je vais pas parler d'un jeune auteur, en tout cas pas d'un auteur qui démarre. C'est Hervé Lecor qui est ici. Voilà, donc moi, je suis amoureux de son écriture. Je suis amoureux du bonhomme aussi, parce que Hervé, c'est un mec génial. Voilà, et je me rappelle quand il a eu, il y a longtemps, hein, quand il a eu son prix, je crois que c'était le prix Point européen, il y avait des affiches, Gare de Lyon, c'était pour L'homme aux lèvres de saphir, si je ne me trompe pas, et du coup j'avais acheté son livre, et j'avais passé un moment extraordinaire, parce que L'homme aux lèvres de saphir, c'est un livre qui aura mérité 55 fois le Goncourt, mais vraiment au bas mot, parce que ce gars-là a un talent incroyable. Donc, il y avait L'homme aux lèvres de saphir. Et puis, quand j'ai rencontré Hervé, voilà, on s'est assez plu, je crois. Et donc, ces livres, moi, maintenant, je continue de le lire. Je lis ses publications plus antérieures, enfin, plus anciennes, mais lisez ça, Traverser la nuit. Alors, là, c'est pareil, c'est aussi c'est sur l'humain. C'est une autre phase de l'humain, mais c'est un livre sur l'humain. Et puis, alors, Hervé Lecor, il sait ce que c'est que d'utiliser des mots. Je peux vous dire que c'est du très, très haut niveau. Et puis sinon, il y avait Francis Rissin, que moi, j'ai trouvé génial. Évidemment, qui a eu un super succès, et c'est un succès mérité. Et puis, nous en parler dans les et puis, il y a ça aussi qu'il faut lire. Alors, on ne voit ça, pas le top. Presqu'île. Alors, il faut le remettre à l'envers. Presqu'île de Non, à l'endroit. Vous le voyez comme oui, ça, à l'endroit. Chez Aguilo, ouais, c'est ça. Chez Aguilo Édition. Voilà, ce sont des fragments. Là, c'est pareil, on est ici sur l'humain. Alors, Yann, c'est un très, très grand lecteur. C'est un peu mon blogueur personnel parce qu'il m'aiguille sur plein de lectures. Et puis, il s'est mis à l'écriture. Et puis, alors, il est au niveau de il est aussi bon rédacteur qu'il est lecteur. Son livre, moi, je trouve que c'est des fragments et ça se picore comme un paquet de bonbons. On va vraiment croquer dedans. On peut lire dans la continuité, mais même s'il n'y a pas forcément de lien entre chaque texte. Mais alors, c'est juste un petit moment comme ça, vraiment des petits bonbons ou un petit canon de rouge, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un auteur qui vous a marqué quand vous étiez jeune ou encore maintenant, que vous mettez dans votre panthéon mon panthéon, je l'ai dit, je l'ai répété souvent, c'est Japrisot, c'est sûr. C'est des auteurs, voilà, et que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est pas un auteur qui est célébré autant qu'il devrait être, parce que ça fait partie, de mon point de vue en tout cas. Après, tout ça, c'est personnel aussi. C'est parce que, je sais pas, il y a une intelligence qui parle à la mienne, on va dire, dans l'écriture. Donc, des choses qui me touchent. Mais L'été meurtrier, c'est sûr que moi, c'est un des plus grands livres. Après, ce que j'aime, c'est ça, évidemment, Blondin. Donc voilà, le Tour de France d'Antoine Blondin. Là, c'est pareil, on est sur des chroniques, en fait. Donc, dans les chroniqueurs, moi, j'aime beaucoup les chroniques de Vialat, qu'il écrivait dans La Montagne. En fait, je me rends compte que j'aime bien les auteurs des années 50-60. C'est surtout eux que j'aime bien et qui vont parler de la France à une époque.
C'est ça qui me touche beaucoup, qui vont parler très souvent des gens simples. Voilà, alors, par exemple, alors je vais dire un truc comme ça, je vais me suicider littérairement. Par exemple, Proust, moi, ça ne me parle pas, quoi. Les amourettes des bourgeois, moi, ça ne me parle pas du tout, par exemple. On est deux. Voilà. On est deux. Moi non Voilà, plus. donc, par exemple, je dis ça pour caricaturer, mais pour bien qu'on comprenne. Mais par contre, Un idiot à Paris de René Fallet, moi, ça m'éclate. Je trouve ça génial et je trouve que là-dedans, il dit des milliers et des milliers de choses. Valérie, est-ce que vous avez un conseil, tant qu'on on a un libraire sous la main, une autre libraire sous la main, est-ce que vous avez un conseil? Et quel libraire! Oula, je m'y attendais pas celle-là. Le dernier que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, bon, c'est que les épreuves, mais c'est le. On ne le voit pas du tout. Effacer les hommes, c'est ça? Ouais, Effacer les hommes de Jean-Christophe Tixier chez Albin Michel. Que je pense on trouvera ou en littérature ou au rayon polar selon les librairies, mais qui est vraiment, vraiment magnifique et que je te conseille, Grégory, si tu n'as pas lu, parce que là, je le avec plaisir. Tu en auras aussi, et du beau. Génial. Donc, c'est plus le côté noir, mais pas que. Mais non, c'est vraiment super. J'avais adoré le premier qu'il avait écrit, Les Mal-Aimés, et j'ai adoré celui-là que je viens de finir. Il sort quand? Génial. Il est sorti déjà il y a, je vais dire des bêtises, mais il est déjà sorti. Donc, voilà. Eh bien, vous m'en mettrez un pour mercredi alors. Bien, monsieur. Il y a une dernière question, c'est Alexandre qui la pose. Est-ce que Romain Bardet a-t-il une chance de monter sur le podium du Giro? Bien entendu. Voilà. Bien entendu. Et je ne trompe jamais. Alors, moi, je voulais rappeler que Les Fils du Pêcheur, qui est sorti ce matin en librairie aux éditions Les Escales, est disponible au divan. Vous allez voir Valérie Caffier, elle est de très bons conseils. Elle vous donnera aussi de très bons conseils sur d'autres lectures, mais particulièrement sur le livre de Grégory Nicolas. Vous le trouverez aussi à Lannion, à la librairie Goualarn. Vous le trouverez à Rennes, à la Nuit des Temps. Et vous le trouverez aussi à Cannes-sur-Mer, à la librairie La Pléiade. Un grand merci, Valérie, d'avoir animé cette rencontre. Un grand merci. C'était une première et c'était super. Avant de donner le mot de la fin à Grégory, je vais rappeler que demain, donc c'est une petite pause et on se retrouve vendredi avec Maïté Laplume pour son livre Et pourtant elle tourne, qui était sorti aux éditions Robert Laffont. Donc Grégory, je vous laisse la lourde tâche de faire la conclusion de cette rencontre. Et j'en profite pour vous remercier d'avoir été là ce soir avec nous. La conclusion sera rapide pour le coup, hein, parce que comme j'ai pas mal parlé, je veux tout simplement vous dire merci. Et puis, le plus important, c'est aller en librairie, quoi. Lisez des livres. Elle est bien cette conclusion, elle est bien. Elle est très bien. Allez en librairie et achetez le livre de Grégory Nicolas, Les Fils du Pêcheur, sorti aux Escales ce matin. Je vous souhaite à tous les deux une bonne soirée et sans doute un week-end prolongé, j'imagine, ou pas. Mais allez en librairie, allez voir Valérie au divan dans le 15e, elle vous sera de très bons conseils. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.